Au contraire de Saïgon, fébrile et commerçante, Hanoï semble vous plonger 50 ans en arrière. Plutôt horizontale, aérée, plantée d'arbres, parsemée de lacs, elle s'adosse à la rive occidentale du fleuve Rouge, auquel elle doit d'ailleurs son nom, Noi en deçà et Ha, fleuve. Son côté passéiste, son charme rétro, permet de respecter la chronologie de l'histoire. La ville est en fait d'une implantation très ancienne. La pointe du delta fut naturellement élue pour abriter les différentes capitales du Nord en raison de sa position stratégique, carrefour des routes et du fleuve. En 1010, Li Tai-to, le grand vainqueur des Chinois, installa sa capitale à Hanoï sous le nom de Thanh-Long, la ville du dragon prenant son essor. La ville s'appela aussi Dongqing, transformée par les Européens en Tonkin, nom qui fut donné à tout le nord du pays plus tard pendant la période coloniale. On construisit beaucoup jusqu'au XVIIe siècle. Palais, pagodes, citadelles, digues pour contenir le fleuve Rouge. La ville fut édifiée suivant la géomancie. Elle répondit ainsi à des critères d'orientation astrologique ou ésotérique. Ainsi, on alla jusqu'à construire des collines artificielles de plusieurs dizaines de mètres de haut pour abriter les génies de la montagne. La pagode Tran Quoc, la plus ancienne de la capitale, est située sur une petite presqu'île. Elle fut construite au VIe siècle, puis reconstruite à l'emplacement actuel au XVIIe siècle. Appelée pagode Défense de la Patrie, elle connaît une énorme vénération populaire. Dans la cité royale s'élevait la cité interdite, dont il ne reste rien aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, Thanh-Long avait déjà beaucoup perdu de son lustre quand l'empereur Jialong décida de transférer la capitale à Hue. La ville redevint simple place forte régionale qu'il fit fortifier. En 1820, l'empereur Min-Mang, furieux de voir que les Mandchous refusaient de reconnaître Hue comme sa capitale, rasa tout ce qui restait des palais et des temples. En 1831, la ville prit définitivement le nom de Hanoï. En 1848, l'empereur Ti-Duc, considérant que l'ancienne capitale brillait encore d'un éclat trop insolent, fit détruire tous les palais restants et transférer toutes leurs richesses à Hue. Quand les Français firent la conquête par les armes de la ville, celle-ci n'avait plus rien à voir avec la légendaire capitale d'antan. Comme il fallait quand même apporter une contribution aux destructions du passé, les Français achevèrent la démolition de la citadelle de Jialong. La plus ancienne pagode de Hanoï fut également rasée pour permettre la construction d'une cathédrale. Ils tracèrent une nouvelle ville avec de larges avenues dessinées au cordeau, bordées de bâtiments administratifs haussmanniens et de villas cossues, alliant les styles Deauville et Neuilly. Juste à l'entrée de l'isthme séparant le lac de l'Ouest et celui de Truc Bac, se trouve un temple taoïste, le temple Quan Tan. Il date du XIIe siècle et est dédié à Tran Vo, le génie gardien du Nord. On y trouve une remarquable statue du génie en bronze noir de 1677, pesant 4 tonnes. Sur le côté à droite, un petit autel honore l'artiste ayant réalisé la statue. L'atmosphère paisible, les murs patinés, l'odeur d'encens en font une visite pleine d'enchantement. Le mausolée de Ho Chi Minh. C'est ici que fut proclamée, la première fois, le 2 septembre 1945, l'indépendance du pays. Il avait plutôt exprimé le souhait de se faire incinérer et que ses cendres soient placées au sommet de 3 collines dans les 3 grandes régions du Vietnam, le nord, le centre et le sud, signe de l'unité du pays. La pagode du pilier unique est un adorable pagodon au milieu d'un bassin où fleurissent des lotus. Elle fut édifiée au XIe siècle. Le pagodon, construit sur un pilier,
devait, dans l'esprit de l'architecte, évoquer un lotus. Dommage que le pilier en bois ait été remplacé par un autre en béton. C'est d'ailleurs l'emblème de la ville. L'opéra, construit en 1911, est largement inspiré du Palais Garnier. Avec près de 900 places, c'est aujourd'hui le plus important théâtre de Hanoï. Il a été rénové entièrement pour le sommet de la francophonie d'octobre 1997. Au nord du lac s'étend l'un des plus fascinants quartiers de Hanoï, le vieux quartier des corporations et le grand marché. C'est un vieux quartier historique coincé entre le fleuve et la citadelle. Constitué à partir du XVe siècle, c'est un treillis de rues à l'urbanisme touffu, contrastant avec les avenues au cordeau du reste de la ville. Chaque rue a une spécialité professionnelle représentant un seul métier ou corporation, souvent celle d'un village entier du delta. L'ouverture économique a engendré un boom sans précédent de toutes sortes de petits commerces. Le quartier n'en reste pas moins extraordinairement vivant et attachant. Le flot de vélos et cyclopouses cède ici aussi progressivement la place à la déferlante de petites motos chinoises et japonaises avant de succomber dans quelques courtes années au raz de marée rugissant et polluant des automobiles. Déjà, Hanoï, suivant l'exemple de sa grande sœur Saigon, commence à interdire aux 20 000 cyclos l'accès aux grandes artères dans le cœur de la ville. Hanoï, la coloniale, l'intemporelle, figée dans son architecture française, vit la fin d'une époque. La statue du roi Ali, celui qui a fondé Hanoï au XIe siècle. Elle a été construite en l'an 2000. Il reste 721 jours avant les cérémonies des 1000 ans de Hanoï. Alors en arrière-plan, on a le kiosque où les Français jouaient de la musique. Au nord de Ninh Binh, nous allons visiter le temple de Din et le temple de Lé. Une ligne de pitons rocheux édentés et de pains de sucre aux formes déchiquetées, des sommets incertains enveloppés dans la brume humide, des rizières vertes et fécondes, des femmes courbées sous leurs chapeaux coniques, pieds nus dans la boue des champs, des haies de bambou séparant les hameaux comme des rideaux, quelques maisonnettes basses et pauvres, coiffées de tuiles rouges usées, les toitures incurvées des temples et des pagodes, le silence d'un paysage serein et immuable. Hoalu, c'est bel et bien l'Asie éternelle. À environ 5 km à l'ouest de la ville de Hoalu, voici un superbe temple qui fut construit sur les fondations de l'ancien palais royal de Hoalu. Une longue allée bordée de bassins conduit au temple, lequel est précédé par un beau portique avec des murs à décor de céramique verte vernissée.
Dans les niches se trouvent des statues. Devant le temple s'élève le piédestal du trône royal en pierre. Sur la façade, de gros piliers de jacquet avec traces de polychromie. Intéressant haut relief sculpté. À l'intérieur, piliers peints de dragons noirs. Le tombeau de ce roi se trouve au sommet du piton rocheux le plus proche. Il est accessible par un escalier de 265 marches. Au fond du sanctuaire, la statue du roi Din du XIe siècle. À sa droite, son fils aîné, à sa gauche, ses deux autres fils. Ce sont les habitants de Van Lam, un tout petit village qui organise en coopérative la balade sur la rivière. L'embarcadère est très animé. La baie d'Along terrestre est connue par les Vietnamiens sous le nom de grotte de Tam Coc. C'est ce merveilleux paysage où l'on tourna de belles scènes du film Indochine. Elle se trouve à environ 3 heures de route de Hanoï. On y découvre de superbes paysages d'estampes chinoises avec d'étranges pitons calcaires couverts d'un fouillis végétal, des monts rocheux aux formes découpées dominant de paisibles rizières ou temples et pagodes, témoins émouvants de l'histoire vietnamienne dorment pour l'éternité. Le tourisme, les balades en barque et la vente des nappes brodées constituent l'essentiel des revenus pour des centaines de familles de la région de Tam Coc. Hoa Lu fut la capitale du Vietnam indépendant sous les dynasties Dinh de 968 à 980 et Lê antérieure de 980 à 1009, puis de Lý jusqu'au milieu du XIe siècle. Une citadelle s'est levée dans ce cadre magnifique, mais il n'en reste plus rien. Hoa Lu fut remplacé par Hanoï. Seuls subsistent 2 temples reconstruits au XVIIe siècle. Paysage d'une grande sérénité, immenses pains de sucre tombant de façon abrupte dans la rivière, roches déchiquetées, taraudées, posées à la base et épousant des formes bizarres. La rivière se faufile sous 3 grottes très basses. On y croise des barques à fond plat qui glissent silencieusement. Des rameurs rament de façon traditionnelle avec leurs pieds. Tous les passagers en barque ne sont d'ailleurs pas des touristes, c'est le moyen de transport unique des gens qui habitent le coin.
Ici, c'était la capitale du Vietnam au Xe siècle, avec Ly, qu'on a vu hier. On traverse une première cour, puis une deuxième. Au centre de celle-ci, un grand socle de pierre grise serait le reste du trône du roi Lê. Derrière se trouve le temple à proprement parler. À l'intérieur, éclairé par des néons blafards, une statue du roi Dan Han enveloppée dans la fumée des offrandes. À sa droite la reine, à sa gauche son fils aîné. On peut voir un très gros tambour, des lances, des hallebardes de procession, un palanquin et une cloche. Là, on est en train de retourner sur Hanoï. Dans le théâtre situé au bord du lac, se jouent les marionnettes sur l'eau. En préambule du spectacle, on a droit à un petit concert avec présentation des instruments traditionnels qui vont rythmer le spectacle. C'est un art vieux de plusieurs siècles et l'on retrouve le monde paysan à son origine, intimement attaché à l'eau et aux fêtes liées aux activités agricoles, le printemps, les semences, les récoltes, etc. C'est donc toute l'âme de la rizière vietnamienne qui s'exprime avec ses personnages, traditions, rituels, animaux familiers, dieux et génies divers. L'eau elle-même est actrice à part entière et décore tout à la fois, sans compter qu'elle dissimule judicieusement tous les jeux de marionnettes maniés avec une adresse, une virtuosité époustouflante. Le spectacle lui-même est une succession de petits sketchs mettant en scène la vie quotidienne des paysans et de leurs familles, chasse aux grenouilles ou aux renards, fête de la récolte, course de chevaux ou de pirogues, visite du roi, légendes, jeux d'enfants, etc. Cette physionomie de Hanoï n'a guère évolué depuis 1954. On découvre une ville ancienne quasi intacte. Le centre fut relativement épargné par la guerre des Américains, au contraire de la périphérie violemment bombardée. Des décennies de manque d'entretien, les ravages de l'humidité, ont produit un petit côté fané et patiné. Cela a créé 100 variétés d'ocre
délavé qui lui donne un surcroît de charme suranné, ça va de soi. Bref, Hanoï est une belle ville à taille humaine, profondément humaine. Mais la spéculation immobilière bat son plein, pour le meilleur et pour le pire. Les mini-hôtels poussent comme des champignons dans la vieille ville. La rue elle-même change. La France finance l'amélioration de l'éclairage public et du téléphone. La Finlande, celle de la distribution d'eau. Les Japonais, l'un des hôpitaux de la ville, etc., etc. Les trottoirs se transforment en parking pour moto, ce qui oblige le piéton à se déplacer sur le macadam. Dans les cafés, dans les familles, le karaoké fait des ravages. Il fait partie désormais des distractions accessibles à tous. Le temple de la littérature a été construit en 1070. C'est le seul temple de Hanoï de cette époque à nous parvenir sans trop de modifications. Bâti en 1070 et consacré au culte de Confucius, le temple accueillit dès le début l'école des Fils du Ciel. Là, c'est la première cour et il y en a 5 puisque le nombre 5 est très important. Alors la vertu, le talent, etc. Rebaptisé en 1253 Collège national, il devait recevoir les princes et les enfants des mandarins. On y enseignait pensée et morale confucéenne. À partir du XVe siècle, le collège se démocratisa en acceptant les meilleurs élèves de chaque province, ceux qui avaient réussi les 4 concours, et ce, même s'ils étaient d'origine populaire. Donc ça, c'est la porte de la constellation, on va entrer dans la 3e cour. Au milieu de la 3e cour se trouve le puits de la clarté céleste. Sur les côtés, 82 stèles sont soutenues par des tortues de pierre. On y trouve les noms gravés des lauréats des concours mandarinaux qui se déroulèrent sous la dynastie Lê. Elles étaient édifiées pour donner l'exemple et encourager les étudiants autant que pour honorer les lettrés. En tout, près de 1307 docteurs. La plus ancienne date de 1442 et la plus récente de 1779. Dans les colonnes, on peut lire l'année du concours, le nom du roi commenté par ses vertus, la liste du jury, le nombre de candidats, la liste des lauréats et, dans la dernière, l'année d'édification de la stèle, les noms du mandarin rédacteur du texte, du correcteur, des graveurs et autres artisans. Ces concours permettaient de recruter les hauts fonctionnaires. Voilà, là c'est à l'envers. Et en me retournant, je vais entrer par l'autre porte. Voilà donc maintenant la porte de la grande synthèse avant d'entrer dans la cour de la sagesse. Voilà, la cour de la sagesse. Elle est très jolie. Hello. Bonjour. Il prépare il fait des offrandes devant dans cette maison parce que la maison à la derrière c'est le sanctuaire. Dans le sanctuaire il y a la statue de Confucius et ses 4 plus proches disciples de Confucius. Le lac Hoan Kem est le cœur du Hanoï colonial. Hoan Kem veut dire « épée restituée ». En effet, d'après une légende du XVe siècle, un pauvre pêcheur du nom de Lê Loi s'était vu confier par la tortue sacrée du lac une épée magique pour défendre le royaume contre les envahisseurs Ming. Il souleva alors le peuple vietnamien, remportant de nombreuses victoires, et pendant une dizaine d'années, l'épée fut d'une efficacité exemplaire puisqu'elle sut contenir les Chinois.
Cependant, un jour que le souverain se promenait sur les bords du lac, savourant ses succès militaires, l'épée quitta son fourreau et, au moment de tomber à l'eau, fut interceptée par la tortue qui l'entraîna au fond. Curieusement, on repêcha dans le lac, il y a quelques années, une énorme carapace de tortue blessée. De là à penser qu'elle le fut par l'épée, la légende continuait. Au milieu du lac, l'îlot de la tortue, avec un stupa de forme carrée. C'est le dernier vestige d'une des plus anciennes pagodes de Hanoï. Alors on va visiter un temple qui se trouve au bord du lac de l'Épée. Le temple Ngogson, montagne de jade, est situé sur la rive nord du lac Hoan-Kiem. C'est un adorable petit temple qu'on atteint par un romantique pont en bois tout rouge, appelé pont du soleil levant. L'édifice date du XIIIe siècle. On y trouve une tortue géante qui daterait du XVe siècle et serait celle qui reprit l'épée. Dans la salle de devant se trouve la statue du maître de littérature avec 2 mandarins lettrés. On peut voir un cheval de cérémonie sur roue et un gong en bronze. Donc voilà le lac du temple de l'épée restituée, où la tortue a donné l'épée au roi et lui a repris. À l'intérieur du temple, avec les statues des personnalités du Vietnam. Là, on est dans la deuxième salle. Et on va passer là-bas en haut pour voir. Voilà la fameuse tortue. Alors là on est à la sortie de l'autre côté. L'architecture locale est intéressante. Les demeures sont peu élevées, 2 à 3 étages maximum, avec des façades très étroites. Une règle impose en effet 3 mètres de large maximum. C'est également une architecture en tube, tout en longueur, particulièrement originale. En façade, une boutique ou un atelier, prolongé de petites cours intérieures et de nombreux logements avec d'interminables couloirs, parfois sur plus de 100 mètres. Le pont Long Bien, ex-Paul Doumer, est l'une des cartes postales caractéristiques du paysage hanoïen. Il est accessible aux 2 roues, aux piétons et aux trains. Il mesure 1682 mètres et a été construit par les Français en 1902 et inauguré par Paul Doumer, alors gouverneur général de l'Indochine. C'était l'unique pont permettant de traverser le fleuve Rouge jusqu'aux années 1980. Il fut bien entendu la cible des bombardements américains dès 1967. Il connut pas moins de 175 attaques en un an. À nouveau, en 1971, il perdit plusieurs de ses piliers et beaucoup de solidité, ce qui nécessita en 1983 la construction du pont Cheongdeong en parallèle. La pagode But Tap est située à environ 40 km de Hanoï, à l'est. Elle est appelée pagode de la tour du Pinceau. C'est un ensemble monastique d'une grande homogénéité architecturale et proposant de nombreuses richesses. Elle se compose de 3 édifices en parallèle entourés d'une enceinte. Le plus fascinant se révèle être la balustrade entourant l'édifice, ainsi que le pont de pierre le reliant au 3e bâtiment. Ce petit pont en dos d'âne est illustré de scènes de chasse.
Sculptures délicates, biches gracieuses, oiseaux, animaux fantastiques. Réalisé en 1647, il traduit une nette influence chinoise. Dans le dernier bâtiment, appelé Salle du Mont des 9 degrés, on découvre là aussi un objet assez unique, un immense moulin à prière du XIIIe siècle, en parfait état de marche. C'est tout du bois de fer, hein, les piliers. La baie d'Along est un des paysages les plus célèbres d'Asie, grandement popularisé en France par le film Indochine. 2000 pains de sucre de toutes formes et toutes tailles émergeant de la mer et s'étendant sur des centaines de kilomètres. Le paysage change sans cesse, l'atmosphère est étrange. Halong signifie descente du dragon. D'après la légende, celui-ci serait descendu dans la baie pour y domestiquer les courants marins. Avec les violents mouvements de sa queue, il entailla profondément la montagne. Ce faisant, ayant plongé dans la mer, le niveau de l'eau monta brutalement et celle-ci s'engouffra dans les crevasses, ne laissant apparaître que les sommets les plus élevés. Cependant, il est plus que probable qu'il y a quelques millions d'années, Halong devait être un immense plateau taraudé par l'eau de pluie. D'immenses masses de calcaire durent se désagréger, laissant debout les roches les plus dures, livrées ensuite aux coups de boutoir du vent et de la mer. Ce qui explique les formes déchiquetées, les grottes, cavités et tunnels qui les transpercent. Ces nombreuses caches servirent de refuge aux combattants de la guérilla nord-vietnamienne. Dans les années 1980, on pouvait encore admirer quelques jonques habitées par des pêcheurs très pauvres qui parvenaient à survivre. Elles étaient si belles dans ce décor d'estampes chinoises, avec leurs voiles couleur feuilles mortes, dessinées comme des ailes de papillons, à moins que ce ne soit des écailles de poisson. La dernière jonque a coulé en 1999, provoquant plusieurs noyades. Du coup, les autorités vietnamiennes ont imposé une quasi-interdiction de fait sur l'activité des jonques dans le secteur. Les seules jonques qui glissent aujourd'hui sur les eaux de la 8e merveille du monde sont de luxueuses et fidèles reconstitutions destinées aux excursions touristiques. Voilà, on arrive visiter la grotte maintenant. La grotte de la surprise.
Là sur la gauche, il y a un objet non identifié. Là, il y a un couple